Donc, merci déjà d'être présent pour cette 4e JTN d'Ifutura. Avant de commencer, nous allons remercier les sponsors. 5 sponsors nous ont permis de faire de cette journée, je pense, et j'espère une très belle journée. 4 tables rondes. La première, l'identité numérique, levier de la transformation numérique. Et ensuite, santé, accélérer le virage numérique avec Ma Santé 2022. Chaque table ronde donc, aura lieu. Et entre les deux, un quart d'heure de Lab Innovation. Lab Innovation, c'est notre partenaire aussi qui fait partie d'Ifutura, L3I de l'Université de La Rochelle, qui vont nous présenter 2 travaux de leurs doctorants dans le domaine, vous allez voir, vraiment très intéressant. Nous reprenons à 14h15 avec un après-midi également très dense, 2 tables rondes, humain et transformation numérique, suivi des impacts et évolutions du droit autour de la transition numérique. Entre les deux, toujours un quart d'heure de Lab Innovation de l'Université de La Rochelle. Ensuite, une conférence, droit et intelligence économique. Vous allez voir, vraiment très intéressant dans le monde actuel avec toutes les problématiques que nous avons aujourd'hui de guerre économique, notamment entre les États-Unis et la Chine. On a décidé d'élargir complètement et d'adresser toute la transformation numérique. Et Dieu sait si on est tous confrontés aujourd'hui à ça au quotidien, dans notre vie professionnelle comme dans notre vie privée. Aujourd'hui, il y a 560 services qui sont uniquement accessibles par des services publics ou également des services privés? Justement, le règlement EIDAS prévoit qu'il y a un dispositif d'authentification transfrontalière. Ça veut dire que dans cette carte d'identité nationale, on va retrouver les données data, ce sont les noms, prénoms, on va dire, des individus. On va retrouver des données biométriques aussi, qui vont être similaires en fait en termes de profil et d'information à ce que vous retrouvez dans votre passeport. Donc ça permet d'avoir un discours au niveau international qui soit non biaisé, puisque là on n'est pas en train de faire la promotion d'une société ou d'une autre, mais vraiment de ces technologies, des bonnes pratiques. Alors maintenant, la question, c'est de savoir comment tout ça se met en œuvre. Il y a un plan, une feuille de route. Comment concrètement on passe du plan aux usages, aux outils, aux usages. Est-ce que les interfaces qui sont conçues sont aptes à générer l'usage qui est attendu? Justement, là, il y a une plateforme de concertation qui vient d'être créée au titre de Ma Santé 2022, ça s'appelle participer.isanté.gouv.fr. Cette plateforme-là, elle met les spécifications en concertation pour pouvoir être partagées. Vouloir faire de l'interopérabilité, c'est être dans une logique où tout le monde partage. Et la centralisation est un moyen rapide d'y accéder parce qu'à la limite, tout le monde donne de façon structurée à un hub central et tout le monde récupère de façon structurée et on ne se pose plus la question de l'interopérabilité. Et c'est un modèle, je pense, qui peut faire gagner beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour des pays comme le nôtre. Le niveau de certification aujourd'hui HDS a vraiment élevé le niveau par rapport à l'agrément. On n'est plus tout simplement dans un dépôt de dossier, on est vraiment dans un niveau de certification qui est constaté, qui est assez sévère. On a 2 data centers, un qui est situé à Toulouse et un qui est situé à Amiens. On avoisine les 100% de taux de disponibilité, taux de sécurité. Dans cette transition numérique, tout va peser sur l'humain. De quelle manière peut-on identifier les grands domaines qui sont bousculés par cette transition numérique? Pourquoi? Parce que la transformation, c'est dire qu'on doit adapter l'entreprise qui est structurée à un cadre et la faire évoluer vers un monde qui est un monde complètement nouveau. Dans le travail, je suis convaincue aussi que les technologies, c'est une opportunité pour nous, pour mieux mettre en avant nos valeurs justement humaines, nos compétences. Et quand on regarde l'intelligence artificielle, c'est un cas d'usage auquel je crois, c'est qu'on peut les utiliser pour mieux détecter nos compétences. On parle beaucoup d'éthique ces derniers temps et on prend peut-être peu de temps pour réfléchir à ce qu'on met derrière exactement et quelle méthodologie mettre en place pour se saisir des questions éthiques que posent les outils numériques en général. Sur les 54 États africains, aujourd'hui 48 ont mis en place des plans stratégiques qui sont sur plusieurs années pour justement accompagner cette transformation digitale. C'est dire que les États ont pris conscience de ce que la transformation digitale peut apporter à la population, de ce que la transformation digitale peut apporter au gouvernement dans l'accessibilité ou dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Comment cette transition se traduit-elle dans la pratique des avocats ? En outre, partagez-vous ces pratiques à l'international ? Y a-t-il des investissements, des synergies, en particulier avec le continent africain ?
Ils sont obligés de rentrer dans la transition numérique, ne serait-ce que pour répondre aux attentes de leurs clients. La profession bouge, elle bouge dans différentes directions. D'abord dans l'utilisation des outils. On a vu arriver toute une série d'outils, vous l'avez évoqué, mais je crois qu'on en reparle un peu plus tard, l'open data. Donc des outils qui ont pour objet de faciliter en tous les cas les recherches, l'utilisation des traditionnelles bases de données qu'on a pu avoir. À ce jour, plus de 12 millions d'actes ont été signés sur support électronique et on part dans de la signature en visioconférence. Pour l'instant, les clients étant chacun chez leur notaire, peut-être à 1000 km de distance ou peut-être un petit peu moins. Et demain, certainement, la possibilité aussi pour le client de signer de chez lui ou à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que la digitalisation change dans une direction juridique ? En fait, ça change tout. Ça change tout parce que ce qui change, ce sont particulièrement les attentes de nos clients internes, qui sont eux aussi, qui se digitalisent aussi. Une direction juridique est en fait intégrée dans une organisation, dans une entreprise, qui elle-même se digitalise, surtout quand on est un acteur comme Atos dans l'IT. Et donc ça change tout. La transformation numérique repose, pour la partie intelligence artificielle, sur l'accès et le traitement de quantités massives de données, le big data. Le défi qui est posé, c'est celui de rendre compatible le libéralisme économique et la protection des données nécessaires pour que fonctionne une économie numérique. Notre objectif est de permettre la signature électronique avec notre smartphone par la reconnaissance faciale. L3I de l'Université de La Rochelle, qui est partenaire, qui fait partie d'Ifutura, donc va nous présenter un deuxième projet de recherche. C'est-à-dire développer des outils, dont une bonne partie sont des outils d'intelligence artificielle, justement. Aujourd'hui, en tant que chercheur, je qualifie ces lois d'extraterritorialité, non pas, même si on peut penser qu'à travers la corruption, les Américains font un travail sain, mais en tout cas sur la violation des embargos, il n'est nulle part interdit de faire du business avec Cuba ou de faire du business avec l'Iran. Voilà pourquoi j'estime que ce droit est devenu une arme de guerre économique pour protéger les intérêts économiques des États-Unis. Merci à nos sponsors. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'ils font, ne vous en faites pas, mais simplement les citer. EBS Global Service, Everial, Guindé 2000 du Sénégal, SPAC Archive, MIPI et Tessie. Et enfin, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, le 1er octobre, pour la 5e table ronde, donc, qui aura lieu, je pense, ici également.